c'était plusieurs, etc. Ils m'ont attendu, etc. Ils m'ont mêlé, on s'est battu. Après, son père, il me dit, la dot, etc., c'est 2000 euros. Moi, je suis estomaqué. À ce moment-là, ouais. Je suis estomaqué, j'ai pas d'argent. Donc, le bus, il nous ramène, nous, on court. En fait, on sort de la cité, mais le bus, il nous ramène dans la cité encore. D'accord. Et ça veut dire ce qui s'est passé, c'est que les jeunes du quartier se sont tous réunis. Ah ouais. Ils sont venus. Ils ont commencé à jeter des cailloux dans le bus. Et voilà, les plans d'Allah, ils sont différents de nos plans à nous. J'ai été bloqué pendant 2 mois aux Émirats Arabes Unis. 2 mois. Un jour, je retourne au centre commercial de Rony-sous-Bois. D'accord, là où tu as étudié. Et le mec qui m'a mêlé avec ce pote, je le vois et moi je suis avec un ami à moi. Si vous avez une altercation avec des jeunes d'autres quartiers et qu'il y en a un qui fuit, s'il entre au quartier, tout le monde rentre dedans. Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur le podcast des anciens. Aujourd'hui avec un nouvel invité. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de commenter si le contenu vous plaît. Ça nous donnera de la force. Ensuite, revenons-en à l'invité. Mohamed, comment tu vas? Ça va très bien et toi, mon frère? Ouais, ça va, je te remercie. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Le plaisir, il est partagé. Bah, écoute, on va commencer directement. On va apprendre à te connaître. Présente-toi, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alors moi je me présente, à la base mon prénom c'est Terence. Je suis originaire du Gabon et de la Guinée équatoriale, né par mon père et ma mère. Je suis né en France, dans le nord de la France, la région Picarde, département de la Somme. J'ai aujourd'hui 35 ans, j'ai immigré depuis que j'avais environ 20-21 ans. Ça fait 14 ans que je vis à l'étranger. Ah ouais. Alhamdoulilah, par la permission d'Allah, j'ai pu voyager dans plusieurs pays. Donc je me considère un peu comme un mondialiste. J'aime les voyages, j'aime la vie. Puis voilà, avant tout, je suis un père de famille, marié et un musulman comblé. Alhamdoulilah. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais te poser plein de questions. On veut apprendre à te connaître. On est très intéressé par ton parcours. Donc, on va commencer par ton enfance. Tu nous as dit que tu étais né en Picardie. Comment s'est passée ton enfance, ta scolarité? Raconte-nous un petit peu. D'accord, donc je suis né en 1989 à Amiens. Donc au début, j'habitais dans le nord d'Amiens. Après, j'ai déménagé dans le sud d'Amiens. Je suis resté à Amiens environ jusqu'à mes 12-13 ans. J'étais un jeune, hein, comme tous les jeunes qui ont grandi en France. J'aimais le foot. Quand j'étais petit, j'aimais la musique. Parce que j'avais des grands frères qui faisaient du rap. Donc, je me voyais soit footballeur ou rappeur, un peu comme tous les jeunes. Et voilà, donc j'allais à l'école là-bas. C'était à peu près à ça qu'elle ressemblait un peu mon enfance. D'accord, ok. Ensuite, ta scolarité, est-ce que tu étais un bon élève, un moins bon? Comment ça s'est déroulé? Alors, ma scolarité, j'étais quelqu'un qui, par la permission d'Allah, j'avais des capacités. Mais j'étais pas un grand bosseur. Ça veut dire que j'essayais toujours d'être dans la moyenne, les 10, les 11. Je faisais le minimum, en fait, pour pas être un cancre. Je faisais tout pour pas être un cancre, mais je faisais pas le maximum. Ça veut dire que j'avais beaucoup de capacités qui étaient malheureusement pas exploitées. D'accord. Tu le regrettes un petit peu aujourd'hui? Pas forcément. Est-ce que je le regrette? Oui, c'est sûr que si je revenais en arrière, après, bon, j'avais pas la maturité à cette époque-là. Pas la maturité de comprendre que c'est important de travailler. Donc, est-ce que je le regrette? Je ne veux pas dire forcément que je le regrette. Je pense que ça fait partie de mon identité. C'est comme ça que je suis, malheureusement. En fait, j'ai pris conscience que, bon, malheureusement, vu que je suis issu d'une famille qui était une famille nombreuse, d'accord. On était 9 enfants. 9 enfants, et puis dans les familles africaines, souvent nos parents ils reçoivent nos cousins, etc. Donc ma mère elle a reçu des cousins à moi, du bled, etc. qui vivaient avec nous. D'accord. Et en plus, on était dans une famille monoparentale. D'accord. Ça veut dire que malheureusement, ma mère, elle n'avait pas vraiment le temps et puis elle devait travailler aussi en même temps pour subvenir à nos besoins.
Donc elle n'avait pas le temps d'être derrière nous pour les devoirs, etc. D'accord. Donc, je pense que si, par exemple, mon père il avait été là, je pense que j'aurais pu vraiment donner le meilleur de moi-même. Mais D'accord. quand t'as pas forcément la figure paternelle qui est derrière, des fois ça fait que tu te laisses aller, tu vois, tu essaies de faire le minimum pour pas être dans la case des cancres, mais tu donnes pas le maximum de toi. D'accord. D'où l'importance du père dans une famille. Exactement, exactement. D'où l'importance du père. Et je pense que c'est dû à mon enfance qu'aujourd'hui, moi j'ai vécu une partie de ma vie sans mon père, on n'était qu'avec ma mère. D'accord. Et vraiment qu'Allah il la récompense parce qu'elle Amen. elle était vraiment derrière nous, elle s'est battue pour nous. Et donc ça fait que aujourd'hui, j'essaie de ne pas reproduire ça avec mes enfants. J'essaie vraiment d'être présent pour eux parce que l'absence d'un père, ça peut laisser des séquelles. D'accord. Ça peut laisser des C'est séquelles. un bon conseil. J'imagine qu'on va rester sur Amiens, voire même après, parce que moi, je connais un petit peu ta vie. On va découvrir en même temps avec les auditeurs. Donc, tu étais à Amiens, donc, tu suivais une scolarité. Est-ce que tu as fait un peu de sport? Ouais, moi j'aimais beaucoup le sport. Dès petit, j'ai commencé le foot. Toujours, on va dire, grâce à mes grands frères. Parce qu'en fait, je traînais beaucoup avec mes grands frères. D'accord. Ça veut dire que mon grand frère il faisait du foot. Ça veut dire que moi, dès petit, j'ai été inscrit au foot. Au début, j'étais inscrit dans le club du Nord d'Amiens. C'est un club qui joue et c'est toujours dans les CFA, CFA 2, etc. Après, j'ai fait les 14 fédéraux. D'accord. J'ai fait les 14 fédéraux avec Amiens. Quel J'ai plus été haut recruté. des niveaux à ce Voilà, niveau-là? j'ai fait les 14 fédéraux. Il y avait Yann Mvila qui jouait avec moi. D'accord. Ouais, parce qu'Yann Mvila, il a été formé avant d'être à Rennes, il était à Amiens. D'accord. Donc on a grandi ensemble. On jouait ensemble à Amiens. Après, il est parti à Rennes. Et donc, j'ai fait beaucoup de foot. Et aujourd'hui, j'aime toujours ce sport. Est-ce que le sport, donc le foot en particulier, t'a apporté quelque chose aujourd'hui? Le sport, ça t'apporte une certaine rigueur. Une certaine rigueur. Je me rappelle, j'avais un coach quand j'étais en 14 fédéraux à Amiens. Il me disait toujours, un footballeur, ça n'a pas d'état d'âme. D'accord. J'ai retenu cette phrase-là de lui. Il me disait, un footballeur, ça n'a pas d'état d'âme, en grosso modo. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois être au top. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma vie, en tant qu'homme marié, je me dis, en fait, t'as pas à avoir d'état d'âme à certains moments. Ça veut dire que quand tu dois aller au travail, il faut que tu y ailles. Quand tu dois aller le matin, accompagner tes enfants à l'école, il faut que tu y ailles. Donc, le sport, ça m'a apporté cette rigueur. Et aujourd'hui, j'essaie toujours de poursuivre sur cette lancée. En fait, j'ai 35 ans, alhamdoulilah, mais toujours, je suis en mode sport, je fais du sport. Même si je suis tout seul, j'essaie d'avoir le mental. Je me dis, voilà, un footballeur, ça n'a pas d'état d'âme. Tu restes dessus. J'y vais, quand il faut que j'aille au sport, j'y vais, même s'il neige, il pleut, etc. Voilà, j'essaie d'avoir cette rigueur dans tout ce que je fais. Ah, excellent, excellent. Voilà. Ensuite, donc, tu nous as dit que tu étais à Amiens, donc tu as une scolarité. Après, il me semble que tu as quitté Amiens. Exactement. En fait, après mes 14 ans, je commençais à avoir envie de découvrir le monde. Ma grande sœur, elle s'est mariée avec mon beau-frère. Ils sont toujours mariés jusqu'à aujourd'hui, car il les préserve, il habite à Montfermeil. Ça veut dire que je suis parti habiter avec ma grande sœur. En fait, lui, il venait de Montfermeil et je suis parti habiter avec ma grande sœur. En 93. En 93, à Clichy-sous-Bois. J'avais vers 12, 13 ans, 14 ans. Voilà. Je suis parti habiter là-bas à Clichy-sous-Bois. Et donc, on va dire que ma vie, on va dire qu'elle a basculé, elle a changé. Raconte. Clichy-sous-Bois, déjà, à Amiens, il y avait on n'était pas beaucoup de familles noires. Ça veut dire que lorsque j'allais à l'école à un moment, en fait, avant de rentrer aux 14 fédéraux à Amiens, j'ai fait 1 an où j'étais dans un sport-études, dans une petite ville de Picardie qui s'appelle Gamache. Et cette année-là, elle avait été pas facile parce que j'étais dans une école où
franchement, dans l'école, on devait être 4 ou 5 noirs. Moi, Ah il ouais, y avait mon effectivement. grand frère et il y avait 2, 3 autres noirs. Donc, c'était compliqué d'être dans une école où vous n'êtes pas beaucoup d'étrangers. C'était pas comme aujourd'hui où maintenant il y a des noirs partout. Avant, on est l'une des premières vagues d'immigration. Donc, D'accord. c'était pas facile. Donc lorsque j'arrive à Clichy-sous-Bois en Île-de-France et que je vois que tu as des Renois partout, etc., que dans la rue, tu peux voir une maman, elle vend du dégué, du tchakrili, c'est une boisson que les Westaf ils boivent, qui vend du bissap, etc. En fait, pour moi, c'est vrai que ça change ma vision des choses parce que Amiens, je passe d'une ville où il n'y avait pas beaucoup de Renois, c'était beaucoup de Maghrébins, beaucoup de Français blancs. On n'était pas beaucoup de familles noires africaines. Et lorsque j'arrive en Île-de-France, c'est vrai que tu as beaucoup de familles noires. Donc c'est vrai que moi, c'est quelque chose, ça me faisait plaisir parce que je pense que ça me manquait en fait. Quand j'étais D'accord. Amiens. Ouais, ça me manquait. Cette identité, en fait. Ouais, ça me manquait. Se s'identifier à des gens qui sont comme toi. Exactement. Et puis de vivre avec des gens qui sont comme toi, qui vivent des réalités que toi tu peux vivre, etc. Parce que quand même, l'année où j'ai été au sport-études à Gamache, j'ai vécu quand même parfois du racisme et c'est des choses qui étaient dures. Par exemple, je me rappelle une fois, on était dans un match de foot, etc. Et j'ai une action avec un autre joueur. Et là, j'entends dans les tribunes quelqu'un qui dit « Ouais, le ballon, il est franco ». Ah ouais, J'entends ça peut quelqu'un être dans les violent, tribunes ça. qui dit « Ouais, le ballon, il est franco ». Une fois, j'ai été en cours et le prof, il me dit quelque chose, mais je comprends pas. Et après, il prend un accent javalais. Il dit « Tu veux que je te le dise en javalais ?» tu Ah vois. ouais, Et ça donc, aussi, c'est violent. quand t'as un an, jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle. Ouais. Jusqu'à ce jour, Ça je t'a m'en marqué. rappelle. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était la rentrée des classes de mon fils. Et il est dans l'école où il est allé, bon, il n'avait pas de copains, etc. Et il était un peu triste, etc. Et je lui ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, toi, tu as la chance dans ton école où tu vas, tu as plein de gens qui sont comme toi, qui te ressemblent, des noirs, etc. Moi, quand j'allais à l'école, quand j'étais petit, j'étais dans la classe, il y avait 24 personnes, j'étais le seul noir. Et je devais patienter sur ça. Donc pour le réconforter qu'aujourd'hui, c'est le premier jour qu'il n'a pas encore de copains, je lui ai rappelé ces choses-là. Ah, c'est bien. Tu lui as apporté ton expérience. Voilà. Ah, nickel. Donc, tu nous as parlé de ta transition entre Amiens et le 93. On connaît tous le 93, on sait comment c'est. Je connais pas Amiens, mais j'imagine qu'il y a une sacrée différence entre les deux villes. Donc, j'imagine que l'adaptation, elle était à la fois bien parce que, comme tu as dit, il y avait des gens qui te ressemblaient, à qui tu pouvais t'identifier, mais aussi on connaît le 93 sur la difficulté ou la dureté de certaines personnes. Est-ce que tu peux nous raconter cette transition parce que je pense que tu as dû la vivre? Ouais, c'est vrai que c'était différent, tu vois, parce que en fait, quand j'étais à Amiens, c'est vrai que j'ai connu le vice vraiment dans le 93. Ça veut dire qu'à Amiens, quelqu'un il va venir, il va traîner avec toi, il n'a pas vraiment d'arrière-pensée, il n'a pas d'intérêt. Alors que lorsque je suis arrivé dans le 93, là, j'ai compris que les gens, ils vont souvent rester avec toi par intérêt. Par exemple, moi, bon, alhamdoulilah, là, il a fait que quand j'ai toujours aimé les habits, les vêtements, etc. J'aimais être beau, j'aimais être plaisant. Et bon, j'avais souvent des femmes qui étaient intéressées par moi. Et donc, il y a des gens, ils vont rester avec toi parce que, en fait, ils savent que potentiellement Tu attires. Donc, tu vois, il y a toujours un intérêt derrière. Moi, Allah m'a facilité aussi. J'avais ce côté où j'étais généreux, je peux donner sans compter. Et lorsque j'ai commencé à traîner avec les potes dans le 93, etc., je voyais que toi, tu vas donner sans rien attendre en retour, mais eux, en fait, c'est donner, mais derrière, ils attendent quelque chose en retour, etc. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré le vice. Ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment deux mondes différents dans la violence. Deux mondes différents dans la violence. Raconte un peu, si t'as des anecdotes. Une fois, par exemple, j'étais au lycée. Ça, c'était quelques années après. J'étais au lycée à Rony-sous-Bois. J'étais au lycée à Rony-sous-Bois. Ouais, à Rony-sous-Bois. J'étais au lycée, etc.
Et donc, bon, j'étais tout seul dans ce lycée-là, j'étais tout seul. Et donc, j'ai eu une altercation avec des mecs de la cité des Marnaudes. Les Marnaudes, c'est une cité de Rony-sous-Bois. Et donc, à la fin, ils étaient plusieurs, etc. Ils m'ont attendu, etc. Ils m'ont mêlé, on s'est battu, etc. Ah oui, à ce point-là. On s'est battu, ouais, on s'est battu. Et justement, bah, après, si on revient plus tard dans la, sur le sujet, c'est que l'une des raisons qu'ils ont fait que je me suis converti à l'islam, en fait, c'était tout ça, tu vois. C'était que, en fait, dans le 93, il y avait tellement de bagarres, en fait, que tu marchais pas sereinement. Ça veut dire que tu prenais le RER, à l'époque, tu pouvais te battre avec des gens. C'est-à-dire que moi, j'habitais à Clichy-sous-Bois. Il y avait des gens il y avait, à Clichy, il y a plein de cités. D'accord. Donc, il y avait des gens d'autres cités qui t'aiment pas, parce que tu marches avec un tel, la jalousie. Et ça veut dire que tu vas en cours, tu peux te battre. Donc après ça, j'ai dû, quand je me suis fait mêler par ces mecs-là, j'ai dû arrêter l'école. D'accord. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, à ce point-là. J'ai dû arrêter l'école. Et donc, tu vois, et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je retourne au centre commercial de Rony-sous-Bois. D'accord, là où tu as étudié. Et le mec qui m'a mêlé avec ce pote, je le vois et moi, je suis avec un ami à moi. D'accord. Quand tu dis mêlé, en gros, pour qu'on comprenne, voilà, c'est en gros, ils sont venus t'agresser, quoi. Voilà, plusieurs m'ont agressé à la sortie. Une fois, j'étais avec mon ami, c'est un ami à moi, franchement, c'est quelqu'un de vraiment un vaillant. Et donc, c'était où ça? À Rony-sous-Bois. On était au centre commercial de Rony-sous-Bois, on allait se promener, parce qu'en fait, nous, à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, le centre commercial, on va dire le plus proche, c'était le centre commercial de Rony-sous-Bois. Donc, lorsqu'on voulait se promener, on allait là-bas. C'était peut-être 6 ou 7 mois après que j'ai eu cette altercation avec les jeunes des Marnaudes. Et pour petite info, ma soeur maintenant elle vit là-bas. Ça veut dire, des fois quand je vais au Marnaude, je me dis, Bélec, je revois et je me rappelle de son nom. Ça part de famille maintenant. Ouais, je pense, mais on sait jamais. Je me dis, ça serait, je vais le croiser. Je me rappelle de son nom, je me rappelle comment il s'appelle, etc. Et donc, on est là, on descend du RER, c'était le RER-E, à l'époque, RER-E, et je le vois. Je lui dis, mais c'est lui qui m'a mêlé avec ses potes la dernière fois, etc. Il me dit, mais arrête. Et il y va, etc. Et donc, il commence à taper, on tape, etc. Bien sûr, c'est pas une chose à faire. Évidemment. Faut pas se venger, c'est pas une chose à faire. Voilà, on était jeunes. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que, en fait, nous, on s'enfuit, on monte dans un bus. Et nous, on pensait que le bus, il allait nous ramener loin. Mais en fait, le bus, parce que c'était dans sa cité, en fait, la cité des Marnaudes. D'accord. Donc, le bus, il nous ramène, nous, on court, en fait, on sort de la cité, mais le bus, il nous ramène dans la cité encore. D'accord. Et ça veut dire ce qui s'est passé, c'est que les jeunes du quartier se sont tous réunis. Ah ouais. Ils sont venus, ils ont commencé à jeter des cailloux dans le bus. Ouf. Ils ont cassé les vitres du bus. Ah ouais. Ils ont gazé la chauffeur du bus, etc. Et après, on était là, on s'est battu avec eux dans le bus, et après, jusqu'à ce que la police arrive. Ah ouais, c'est une bagarre énorme. Ouais, c'est une bagarre énorme. Jusqu'à ce que la police arrive. Après, donc, on est parti en garde à vue. Ils nous ont mis au dépôt là, à Bobigny. Après, à Bobigny, alhamdoulilah, là, la facilité, c'est qu'on a pu sortir. Maintenant, ce qui se passe après ça, justement, l'une des causes qui a fait que je me suis converti à l'islam, c'est que moi, comme je disais, quand j'avais grandi à Amiens, ce que j'aimais dans le nord de la France, c'est que les gens, il n'y avait pas des relations d'intérêt, moi, j'ai toujours aimé la sincérité dans les relations. D'accord. Ce que j'ai pas souvent trouvé dans le 93. Et du coup, je me rappelle que lorsque l'on sort de la garde à vue, ce qui se passe, c'est que, en fait, à Clichy-Montfermeil, les gens avaient une règle, c'est que si vous avez une altercation avec des jeunes de d'autres quartiers, et qu'il y en a un qui fuit, s'il rentre au quartier, tout le monde y rentre dedans. C'est lâche, quoi. Et voilà. Et donc, les gens ils disaient, ouais, les gens m'appelaient Mala à l'époque, c'était mon nom. Ils disaient, Mala, il a couru, et tout ça. Ils avaient propagé cette rumeur.
Et donc, heureusement que mon pote là, il était sorti avant moi, D'accord. on n'est pas sorti en même temps, il a dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Il était là avec moi, etc. Et donc, il y en a un, franchement, alhamdoulilah, un frère qui m'aimait bien, et il est venu me voir, il m'a dit, écoute, les gens avec qui tu restes, c'est pas des bonnes personnes. Il m'a dit, quand tout le monde s'est mis à parler sur toi, etc., un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, un tel il a dit ça. Et subhanallah, ça arrivait, c'était vers le mois du Ramadan. Et donc, moi, ça m'avait touché, tu vois, que des gens avec qui tu restes puissent parler de toi de cette manière. Et donc, et mon pote, subhanallah, pour une petite anecdote, c'est que mon pote là, avec qui on s'était battu, lui, il connaissait le Coran par cœur. Ah ouais, Ouais, il connaissait le Coran par cœur. Il connaissait le Coran, et c'est pour ça que j'étais proche de lui, parce que lui, il connaissait le Coran par cœur. Il avait étudié au Pakistan. Ses parents, quand il était les gens d'Afrique de l'Ouest, les Soninké, souvent ils envoient leurs enfants en Afrique pour étudier. Lui, il avait étudié le Coran au Pakistan. Donc il avait fini le Coran. Et lui, ce qui était dommage, c'est qu'en fait, comme il avait étudié le Coran, les gens ils se moquaient de lui. Ouais, il appelait pakistanais, il a étudié le Coran, etc. Et donc, malheureusement, parfois, en fait, pour prouver, il faisait des trucs de fou dans le quartier parce qu'en fait, il fallait prouver. Il fallait se donner une stricte crédibilité. Et donc moi, le mois de Ramadan, il arrive. Je me dis, bon, alhamdoulilah, je vais commencer à essayer de me mettre dans le dîn, etc. Je voulais m'écarter, en fait, de ces... Mais avant de rentrer dans ta conversion, on va en parler. Tu me dis que lui, tu étais proche de lui parce qu'il avait le Coran. Mais si je comprends bien, à ce moment-là, tu n'étais pas musulman. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui fait que... en gros, qu'est-ce qui t'attire en lui, le fait qu'il connaisse le Coran? En fait, moi, j'étais pas musulman. En fait, c'est qu'une fois, ma conversion à l'islam, elle s'est faite en 2 temps. C'est qu'une fois, je me rappelle, j'étais jeune. En fait, moi, quand j'étais chrétien, j'ai toujours aimé la religion. Donc, tu étais chrétien? J'étais chrétien à la base. Ok, donc c'est bon à savoir. J'étais chrétien. T'as bien une foi. Voilà, j'ai toujours aimé la religion. D'ailleurs, chez nous, au Gabon, on a des homonymes. Ça veut dire que moi, ma mère, elle m'a donné le nom de son père. Et le père de ma mère, c'était un pasteur. C'est-à-dire que moi, des fois, ma mère, elle m'appelle pasteur. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, ma mère, elle m'appelle pasteur Bikor Bingouin. Ça, c'est Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom de son père. D'accord. Donc, des fois, même quand je vais au Gabon, etc., mes tantes, elles m'appellent pasteur. Parce que le père de ma mère était un pasteur. Et donc, comme je suis son homonyme, il m'appelle comme ça, il m'appelle pasteur. Et donc, nous, on a grandi. On avait un lien très fort avec la religion chrétienne. C'est-à-dire que tous les dimanches, même le frère de ma mère, il habite à Amiens, il y habite toujours. Il est pasteur. Tous les dimanches, on allait chez lui, on allait à l'église. Et moi, des fois, et même quand les gens de ma famille ne voulaient pas y aller, des fois, j'y allais. Je me rappelle même qu'il y a un pote à moi, il faisait du rap. Un jour, il avait écrit un texte de rap. Il disait, un jour on sera tous dans la prière, etc. Et à l'époque là, j'étais pas encore musulman. Il me disait, ouais, quand j'ai dit ça, je parlais de toi. C'est parce fou. Parce qu'en fait, moi j'aimais bien la religion. Donc au début, je voulais être un frère en Christ, etc. D'accord. Comme ça, frère en Christ. Et un jour, je me rappelle, je suis jeune, je suis à Amiens, je suis à l'arrêt de bus, etc. Il y a un groupe de frères Tablir qui m'interpelle comme ça à l'arrêt de bus. Et ils me parlent, etc. Et ils me disent, on va à la mosquée, etc. Ils m'invitent à la mosquée. Moi, à cette époque-là, je ne suis pas musulman, j'avais 14 ans. Je suis parti avec eux parce que je ne me voyais pas leur dire non. Je suis parti avec eux. Franchement, j'ai aimé, etc. J'ai vraiment aimé, etc. J'ai aimé la sérénité que j'ai trouvée dans la mosquée. C'est la sérénité qui t'a surtout attiré au départ. J'ai aimé la sérénité que j'ai trouvée dans la mosquée à Amiens, etc. Mais au début, c'est vrai que... je considère pas vraiment ma conversion là, mais j'ai aimé ça en fait, j'ai aimé cette sérénité que j'ai trouvée dans la religion. Ensuite, comme je disais, ma grande sœur, elle s'est mariée avec un frère des Bosquets qui est un Turc de Montfermeil. D'accord. Qui lui il est turc, et donc ma grande sœur, elle s'était convertie à l'islam. Mais quand je vivais chez ma grande sœur, en fait, nos vies, elles étaient aux antipodes. Ça veut dire que moi, je sortais dehors la nuit, et je faisais des bêtises, etc. Et le matin, quand je rentrais, je voyais qu'eux se levaient pour prier, etc. Ouais. Et ma grande sœur, elle parlait souvent j'entendais parler de l'Égypte, ouais, je vais aller en Égypte. Donc elle était musulmane. Elle était musulmane. Elle parlait de l'Égypte, je vais aller en Égypte. Elle s'est convertie quelques années auparavant. Elle s'était convertie bien avant moi. Elle s'est convertie bien avant moi.
Donc j'entendais souvent parler de l'Égypte, etc. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, des fois, inconsciemment, je disais oui, peut-être que j'irai en Égypte. Mais j'étais pas musulman, tu vois. Et donc, lorsque le mois de Ramadan, il arrive, en fait, j'ai besoin de chercher un apaisement. Très bien. Et j'ai besoin de chercher un apaisement. Et je me rappelle un jour, j'étais avec mes amis, on allait dans une fête, etc. Et on était dans une voiture et je me dis, mais si on meurt là, comme ça se trouve, on va tous en enfer, etc. Parce que même quand j'étais pas musulman, j'avais cette notion de paradis, enfer, etc. Et donc, lorsque le Ramadan il arrive, voilà, je décide de me mettre dans la religion. Je dis, avec ce qui s'est passé, on est parti en garde à vue, on a frôlé de peu la prison, etc. Je me dis, voilà, cette vie, c'est pas pour moi. Tu vis, mais t'es pas serein. Ça veut dire que tu veux aller dans un quartier, tu sais, comme il disait le rappeur, c'est chaud. Et quand t'es pas de la cité, c'est chaud, même quand t'es noir. C'est parce qu'après, j'étais au lycée à Sevran. J'étais au lycée à Sevran. Quand j'ai après mon lycée à Orony. J'étais au lycée à Sevran, un lycée qui s'appelle Henri Sellier. Dans ce lycée-là, il y avait les jeunes de Aulnay-sous-Bois, il y avait les jeunes de Sevran, il y avait les jeunes de Clichy-sous-Bois, il y avait les jeunes de Montfermeil, il y avait les jeunes de Bondy. C'était la guerre froide tous les jours. Ah ouais, j'imagine. C'était la guerre froide. C'était la guerre froide tous les jours à l'école. Et donc, j'étais pas serein. En fait, à chaque fois que tu sors le week-end, tu sais pas, tu vas te battre, etc. Et il y avait eu la mort d'un jeune qui m'avait interpellé. C'est un jeune qui s'appelle Adios. Il y a des vidéos de lui sur Internet. À l'époque, lui, il venait de Grigny. Et vu qu'en Ile-de-France, on se connaissait un peu tous, malheureusement, voilà, il était mort, il a été renversé par un train. Apparemment, les histoires qui disent que il avait bu, etc. Et en fait, sa mort m'avait beaucoup touché parce que je me suis dit, ça pourrait être nous. En fait, on est tous des jeunes, etc. À l'époque, on aimait les teintures, etc. Et, tout. Ouais. Et donc, je me reconnaissais en lui. Et tout ça, ça m'a vraiment motivé à me dire, il faut que je sorte de ce monde-là. Donc voilà, j'ai décidé de me convertir à l'islam. D'accord, mais pourquoi à ce moment-là, tu choisis l'islam au détriment du christianisme, en sachant que tu es chrétien à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu penches plus vers là? Parce que je suis entouré de musulmans, tu vois. Je suis entouré de musulmans, ma soeur elle est musulmane, mes amis avec qui j'étais à Clichy-sous-Bois, je suis vraiment entouré de musulmans. Et moi, c'est ça qui m'a apaisé. D'accord. C'est vraiment ça qui m'a apaisé. Très bien. Ok, une fois maintenant que tu es devenu musulman, donc est-ce que tu as eu un déclic spécial ou non, ça s'est fait vraiment sur le tas? Ouais, franchement, dès que je suis rentré dans l'islam, en fait, ça a été le déclic parce que, en fait, cependant là, au début, je me rappelle, lorsque je rentre, etc., les gens ils disent ouais, c'est parce que c'est le ramadan, etc. Je rentre en même temps que mon pote. Mon pote et moi, on s'investit. Lui, il était déjà musulman, mais on s'investit ensemble. À Clichy-sous-Bois, c'était beaucoup de tablières. C'est-à-dire que moi, je commence à aller en rouge, etc. 2 jours, 3 jours. Et comme tu sais, comme je te disais que les gens, c'était des relations d'intérêt. Les gens, ils viennent te voir, mais viens là, il y a une fête, etc. Je dis non, je viens même pas. Et il y avait une fête et tout le monde te demandait, etc. Tu vois, on avait un groupe, on s'appelait les Black Excidités. Ah ouais. Ça fait un groupe de quoi? C'est pas un groupe de musique, mais c'était un groupe entre eux, quoi. Ouais, on allait ensemble dans des fêtes, etc. Tu vois. On était connus dans le 93. Ouais, les jeunes on était des jeunes de Clichy-sous-Bois de Montfermeil. On était connus pour être les Black Excidités. Ils les appelaient comme ça. D'accord. C'est-à-dire que bon, malheureusement, on se motivait que dans les mauvaises choses. D'accord. Aller dans les fêtes, etc. Et tout. La jeunesse, quoi. Voilà, la jeunesse, tu vois. Et aller dans les après-midi. À l'époque, c'était beaucoup les après-midi. Tu vois, le 287 et tout ça. Donc, il y avait même une qui s'appelait le Barachois. Donc, on se motivait dans ça. On était cool dans le 93 pour ça. Donc, les gens, ils viennent te voir. Ouais, là, il y a un barbecue, viens. Je dis non, je viens pas. Je viens pas. Les gens, ils t'appellent de partout, etc. Tu vois, au début, c'était dur, tu vois. Parce qu'en fait, la première peur que le diable il te met, c'est il te dit, tu vas perdre tes amis. C'est vrai. Tu vas perdre tes amis, comment tu vas faire? Tu vas rester seul. Donc au début, c'était dur. Et après aussi, arrêter la musique, comment tu vas faire, etc. Et donc c'est vrai que j'avais des craintes, j'avais peur, etc. Mais je me suis dit, non, je ne vais plus retourner à ce monde-là. Et en fait,
j'étais tellement apaisé, c'est que, alhamdoulilah, je mettais des camis, etc. Et je pouvais partir partout. Je pouvais partir partout. Je prenais les RER. C'est tranquille, quoi. J'étais tranquille. Pas d'agression. Ouais, je me disais pas, ouais, tu vois, avant, il y avait une phrase, ouais, t'es un mec doux. C'est terminé. C'est terminé. Une fois, je suis parti j'étais avec deux potes à moi. On va à Sevran, Bedotte. Nous, on était fous, on était bêtes et tout ça, tu vois. On va là-bas et tout ça, et tout ça. Il y a un pote à moi, il me dit, oui, on va voir une fille là-bas, etc. On y va, etc. On arrive dans le quartier, on se fait embrouiller et tout ça. Et subhanallah, ce jour-là, avant, on n'aimait pas la police, mais ce jour-là, j'ai aimé la police. La police, ils nous ont sortis de cette embuscade. Ah ouais. Donc, lorsque je rentre dans le DIN, je vais à Barbès, je vais à Château-Rouge, au Château d'Eau, un truc comme ça. Ouais. Vers là-bas, là, j'achète des camis, etc. Et là, je me sens apaisé. Moi, j'aimais bien aller à Château d'Eau, là, avant, parce que maintenant, en France, il y a des coiffeurs renois. Mais avant, ils n'étaient pas partout. Avant, pour aller chez le coiffeur, quand tu habites dans 93, il faut que tu ailles jusqu'à Château d'Eau, Château Rouge, etc., sur Paris. Pour avoir des coiffeurs renois, quoi, c'est ça? Pour avoir des coiffeurs renois, ouais. D'accord. Parce que c'était à peu près là-bas qu'il y avait tous les coiffeurs renois. Il y en avait un, il était connu, Baba Cool, il s'appelle. D'accord. Baba Cool, le coiffeur des stars. Donc, je vais là-bas, je me rappelle, j'étais en camis. Il y a un pote à moi qui est il me dit, mais qu'est-ce que tu fais en camis ici, etc. Tu vois. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais en camis ici? Mais moi, c'était fini. Moi, je voulais être reconnu comme un musulman. Et je voulais marcher en paix. Et en fait, les gens, ils respectaient les frères Muses. Ça veut dire que je marchais en paix, j'étais tranquille, j'allais à Gare, j'allais à Sarcelles, je partais en rouge. Tu allais voir les jeunes du quartier, tu pouvais leur parler, ils te voyaient en mode frère, ils te respectaient direct. Et moi, j'ai aimé cette sérénité. D'accord. Ouais, j'ai aimé cette sérénité. Alhamdoulilah. Ouais. Donc en gros, là, tu t'es converti, ta vie, ça pèse, intérieurement, extérieurement, si on peut dire comme ça. À ce moment-là, tu étudies toujours ou tu es dans le monde du travail? À cette époque-là, franchement, alhamdoulilah, Allah il m'avait facilité, c'est que je me disais toujours, il faut que j'ai une activité. Il faut que j'ai une activité. Donc, j'avais eu mon BEP, donc après j'ai fait mon bac pro, alhamdoulilah. Donc après mon bac pro, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que lorsque je me suis converti à l'islam, directement, l'intention de partir en Égypte, elle est venue. D'accord, donc tu voulais quitter la France, et pour quelle raison tu voulais en Égypte? Je voulais apprendre l'arabe, je voulais apprendre le Coran, et j'entendais toujours ma sœur, en fait, elle se préparait pour partir en Égypte. D'accord. Ma sœur, elle se préparait pour partir en Égypte, donc moi je me suis dit, il faut que je parte. Donc, comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est préparé forcément. Voilà, en fait, j'ai un ami à moi, lui, il habitait à Clichy-sous-Bois aussi, et il s'était mis dans le DIN quelques années avant moi. Et des fois, il me voyait quand j'étais dans mon monde avant l'islam. Ouais. Et en fait, j'aimais trop le voir. Parce que c'est un frère, il était pareil dans le quartier, etc. Mais il s'était marié tôt. Il a dû se marier vers 20 ans. Et je le voyais avec sa femme, ils étaient heureux, etc. Et souvent, il nous parlait. Donc, lorsque je commence... Et puis, subhanallah, et des fois, après, quand on était dans le dîner, c'est toujours mon ami, tu vois. Et il me disait... Quand je vous parlais avec les frères, il m'a dit que t'étais le seul qui écoutait. Et moi, j'étais pas musulman. Ah ouais, c'est fou. Il me disait que t'étais le seul qui écoutait. Donc, ça t'intéressait déjà à l'époque, à ce moment-là. Il me dit que t'étais le seul qui écoutait. Donc, lui, dès que je me mets dans le dîner, etc., il me parle d'un travail. Il me dit, voilà, moi, je travaille dans un restaurant, etc. Lui, il se préparait pour partir au Yémen. Avec son épouse. Donc, moi, je dis, ouais, moi, je suis intéressé, etc. Et il me dit, ouais, c'est dans la sandwicherie, etc. Je dis, vas-y, il n'y a pas de problème, moi je veux, etc. Et je me rappelle que cette année, j'étais en cours et j'ai continué en candidat libre, en fait, le bac. D'accord. Parce qu'en fait, il y avait tellement de facettes à l'école que je ne pouvais plus supporter. Qu'est-ce que tu entends par facettes? C'est quoi, les femmes? Les femmes et les profs mal habillés. Je me rappelle le jour où j'ai dit j'arrête l'école, c'est que je vais, parce qu'avant nos professeurs c'était des vieilles, etc. Mais là t'avais des profs qui commençaient à être jeunes, etc. Et j'appelle ma grande sœur, etc. Et je lui dis, je me rappelle, il y avait une fille, elle était venue en chemise, etc. Et j'appelle ma grande sœur, etc. Je lui dis, ouais, c'est bon, moi je vais arrêter l'école, etc.
c'est plus pour moi toute la tentation et tout ça qu'il y a. Ouais. C'est plus pour moi ce monde-là, etc. Donc ma soeur me dit ouais arrête, etc. Allez à votre facilité. Donc après, alhamdoulilah, j'ai continué en candidat libre, allez à ma facilité. Alhamdoulilah. Et donc j'ai travaillé. Donc le frère il m'a pistonné. Je suis rentré en période d'essai dans une sandwicherie connue à l'époque qui s'appelait Le Spécial. D'accord. Et je me rappelle, il y a un pote à moi, il me vannait. Il y a un pote à moi, il me disait ah, tu vas faire des kebabs, etc. Il me vannait. Et quelques années après, c'était lui qui me disait oui, il me demandait de pistonner, tu vois. Donc voilà, tu vois, je me suis dit ouais, moi j'ai envie de travailler, j'ai envie de partir en Égypte, etc. Donc j'y vais, ils me prennent en période d'essai. C'était pas facile, la sandwicherie, etc. Et c'était vraiment pas facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il me facilite. C'est que là-bas, subhanallah, moi j'ai envie de partir en Égypte. Donc moi je me dis je vais travailler pour me mettre de l'argent de côté pour partir en Égypte. J'avais des dettes aussi. Je me dis je me laisse 1 an. D'accord. À ce moment-là, tu as quel âge? À ce moment-là, j'ai 20 ans. D'accord. J'ai 19-20 ans. D'accord. 19-20 ans. Je me dis je me laisse 1 an. Je mets de l'argent de côté. Je paye mes dettes. Et je vais en Égypte. Donc, Allah a ajouté des facilités encore, c'est que là-bas, quand j'arrive là-bas, il y a un frère qui vit en Égypte. D'accord. Un frère qui vit en Égypte. Et du coup, moi, tous les jours, je lui parle d'Égypte. C'est comment l'Égypte, etc. Ouais. Et je lui pose plein de questions sur l'Égypte. Après, je fais quoi? Je m'inscris dans un... Avant, c'était des forums. Il y avait un forum qui s'appelait Hijra en Égypte ou quelque chose comme ça. D'accord. À l'époque, hein, c'était vers 2009. Donc je m'inscris dans le forum. Il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux. Donc je m'inscris dans le forum. Il y avait un forum pour hommes et pour femmes. Très bien. Je m'inscris dans le forum et ils te mettent des informations sur l'Égypte, etc. Tu peux rentrer en contact avec des gens. Donc moi, je suis là pendant 1 an. Je travaille dans la sandwicherie. C'était pas facile. Je faisais des horaires. Je faisais des semaines où je faisais de 11h à minuit, 1h du matin. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Grosse journée, quoi. Des fois des 6 jours sur 7, des fois des 7 jours sur 7. Tu avais 30 minutes de pause dans la journée. Juste pour mettre de l'argent de côté. Juste pour mettre de l'argent de côté. Et j'avais beaucoup de dettes, ça veut dire que j'ai même pas mis beaucoup d'argent de côté. D'accord. Et en plus, je vivais chez ma sœur, je devais aussi un peu aider, etc. Mais j'ai même pas. Je suis venu en Égypte avec une somme dérisoire. D'accord. Je suis vraiment venu en Égypte avec une somme dérisoire parce que j'avais des dettes que je devais payer. Et franchement, cette période-là, elle était dure parce que je me voyais plus vivre en France. D'accord. Ça veut dire que j'avais un calendrier et à chaque fois, je regardais le calendrier. C'est-à-dire, en gros, tu avais une date de voilà, départ. moi, je m'étais mis une date butoir. D'accord. Moi, à chaque fois que j'ai un projet, je me dis, date butoir, que j'ai la somme ou pas, il faut que je parte. Je me suis dit ça. C'est beau. Donc tous les jours, tu es en train de regarder ton calendrier. J'étais en train de regarder mon calendrier. Et si je me rappelle bien, je suis arrivé en Égypte le 8 août 2010. D'accord. C'est précis. Ouais, le 8 août 2010. Ça veut dire que voilà, j'étais triste, c'était dur. La sandwicherie, c'est pas facile. Tu travailles tous les jours. En plus, les frères, ils te parlent mal. Ils te parlent super mal, etc. À un moment, j'allais même me faire virer. J'allais même me faire virer. Et là, il a facilité qu'il y avait un frère, machallah, il s'appelait Rachid, qu'Allah le récompense, un frère marocain. Et il a commencé à devenir dur avec moi. Moi, à l'époque, je ne voyais pas la sagesse. Et mon beau-frère, il travaillait avec moi. Il disait à mon beau-frère, ouais, je suis dur avec Malamine. Il m'appelait Malamine. Il dit, je suis dur avec Malamine parce qu'il a son projet pour partir en Égypte. Il faut qu'il devienne, il faut qu'il s'améliore, etc. Alhamdoulilah, elle m'a facilité. Je me suis amélioré dans le travail. Et donc, j'avais pris mon billet d'avion. Et le 8 août 2010, j'ai quitté la France pour l'Égypte. D'accord. Bah écoute, là, on arrive dans la transition, là où j'imagine que ta vie va changer, étant donné que tu fais un voyage sur lequel tu vas rester un certain temps. Raconte-nous les coulisses du départ et ton arrivée. Donc, ouais, je me prépare financièrement. Franchement, je suis arrivé en Égypte, j'avais pas du tout beaucoup d'argent. Je devais avoir 1300, 1200 euros en poche. Ah ouais, effectivement. Pas beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, à l'époque, l'Égypte, c'était déjà, même aujourd'hui, c'est toujours pas cher, mais c'était vraiment, 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 vraiment pas cher. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait des loyers à 20 euros, 30 euros, D'accord. 40 euros, ouais. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était vraiment pas cher.
Et donc, moi, je me suis dit, voilà, j'ai un peu d'argent et je fonce. Donc, alhamdoulilah, j'arrive en Égypte. Au début, j'étais en contact avec des frères qui devaient venir me chercher à l'aéroport, mais ils n'ont pas pu. Donc, j'arrive à l'aéroport, il n'y avait personne pour m'attendre. Je me rappelle, c'est à l'ancien terminal. Il y a un frère, il m'a dit, écoute, dès que tu arrives en Égypte, tu leur dis, Ana Talib el-Ilm. Traduit. Je suis un étudiant en sciences. C'est la seule phrase que je connaissais en arabe. Je ne connaissais rien du tout. Donc, je suis tellement heureux d'être en Égypte. Ça est arrivé. Ouais, je suis tellement heureux que le taxi, ça se trouve, j'ai dû lui donner peut-être 50 €, je ne sais pas. Je lui ai dit. Ah ouais. Ouais, il y a un frère, il m'a dit, il m'a dit, dès que tu arrives, tu dis au taxi qu'il te dépose au Menhel. D'accord. Le Menhel, c'est qui est à côté ici, là. C'est une école. Ouais, voilà. Donc, le taxi me dépose là-bas, au Menhel, et je suis arrivé vers la nuit. C'est-à-dire que lorsque j'arrive la nuit, moi, je ne voulais pas dormir, parce que moi, je voulais entendre l'adhan pour la première fois. L'appel à la prière. L'appel à la prière. J'avais voulu entendre l'appel à la prière pour la première fois, donc j'ai pas envie de dormir. Il y a des frères, ils sont venus m'attendre là-bas au Menhel, ils m'ont récupéré, ils m'ont mis chez eux. Et moi, j'ai pas envie de dormir, etc. J'ai envie d'entendre l'adhan. J'entends l'adhan, je suis heureux. Et je vais à la mosquée. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est pour ça que l'Égypte, c'est un pays qui a un lien spécial, parce que c'est le premier pays musulman dans lequel j'ai mis les pieds. D'accord. C'est le premier pays musulman dans lequel j'ai mis les pieds. Donc, j'ai vécu pendant quelques jours dans le quartier Haïthamin, le 8e arrondissement. D'accord. Et donc, après, maintenant, j'avais loué en amont un appartement à Khamis, dans le 5e arrondissement. D'accord. Donc, je vais là-bas, etc. Donc, là-bas, j'ai rencontré des frères magnifiques. C'est-à-dire que des frères, là, ça fait 14 ans. Tout à l'heure, je parle encore avec un des frères que j'ai rencontrés. C'est-à-dire que c'est devenu ma famille. Ils sont plus vieux que toi ou vous avez le même âge que moi? Ils sont plus vieux que moi. D'accord. C'est des frères qui ont là, le frère là, il a quel âge? Il a 43 ans. D'accord. 43 ans. Donc ils t'ont accueilli en fait. Voilà, c'est devenu comme mon grand frère. D'accord. Le frère, machallah, il vit à Oman maintenant. Très bien. Et c'est devenu comme mon grand frère. Ça veut dire que lorsque j'ai besoin de conseils, etc., c'est vers lui que je reviens. C'est vraiment la famille. Et donc, en fait, ce prana-là, j'ai pas du tout été dépaysé. Parce qu'en fait, j'arrive à Khamis, dans le 5e arrondissement, et je vois plein de frères de France. Je vois plein de jeunes du 91, du 92, du 93. Ça te met à l'aise, quoi. Ça devient ta famille. D'accord. Ça veut dire que tous ces frères-là, ça devient ta famille. Tous ces frères, la plupart des frères-là, je suis toujours en contact avec eux. Et ça fait 14 ans. Mes enfants connaissent leurs enfants. Parmi les frères aussi qui m'ont beaucoup aidé, il y a un frère qui s'appelle Osman, car le récompensant bien, franchement. Amin, amin. Quand je suis arrivé ici, il m'a tout montré. Il a pris vraiment beaucoup de son temps pour me montrer les rouages. Lui, machallah, il parlait déjà bien l'arabe. D'accord. Et puis c'est un frère, il aime beaucoup la langue arabe. Et aussi, il m'a montré des business ici. D'accord. Un business, quand je suis arrivé ici, j'ai eu beaucoup de frères qui faisaient ce business-là, c'est la vente de parfums. Très bien. Donc, alhamdoulilah, j'ai suivi aussi, c'est le premier business que j'ai fait quand je suis venu en Égypte. C'est-à-dire qu'on achetait des parfums, on les envoyait en France, ou parfois nous-mêmes, on les prenait, on faisait un aller-retour, on revenait avec du parfum, etc. D'accord. Donc voilà, donc, dès que j'arrive en Égypte, au début, je voulais aller à Markaz al-Fajr, mais après, la session ne commençait pas directement. D'accord. Ça veut dire que j'ai attendu un peu. Après, je suis allé à Markaz al-Fajr. J'ai fait quelques mustawa là-bas. Après, tu es parti étudier la langue arabe dans cet institut. La langue arabe, exactement. D'accord. Quelques niveaux là-bas. Et après, j'étais avec un prof en particulier. D'accord. J'ai préféré être avec un prof en particulier, donc j'avançais avec lui. Je faisais aussi du Coran, etc. Donc, en tout ça, j'ai fait 2 ans en Égypte. Après, j'ai fait quelques allers-retours en France pendant ces 2 ans. Et après, je suis retourné en France. Tu as étudié en Égypte 2 ans. Tu faisais des voyages en France pour vendre du parfum. Donc, tu as appris l'arabe, un peu de Coran. Là, tu reviens en France. Exactement. Tu restes longtemps en France En fait, je reviens en France parce que je voulais me marier. En même temps, je voulais travailler parce que ce qu'on gagnait, ça nous permettait pas vraiment de bien gagner notre vie. D'accord. Donc, j'ai envie de travailler. Il y a un frère, il me parle d'un business. Il me dit, écoute, moi, j'ai ouvert un petit truc de livraison. Je fais de la livraison, ça veut dire que
Je fais des sandwichs chez moi, etc. D'accord. Je les prépare. Et le soir, je tourne dans Paris et je les livre, etc. Je vends, etc. D'accord. Donc moi, vu que j'avais déjà l'expérience en restauration, je dis vas-y. Je dis est-ce que ça t'intéresse qu'on s'associe? Il m'a dit vas-y. Moi, en fait, moi, je pensais de plus en plus à partir au Yémen. D'accord, donc ton but c'est Ouais. d'aller au Yémen. Très Mon but, bien. c'était d'aller au Yémen. Je voulais me marier, maintenant faire un peu de l'argent et partir au Yémen. Et pour partir au Yémen, il fallait de l'argent quand même parce qu'il fallait payer un visa, etc. D'accord. Donc du coup, je retourne en France. J'ai dû rester peut-être une période de 6 ou 7 mois en France. Ça veut dire qu'avec le frère, on se répartit les tâches. Je ne sais plus à qui elle appartenait la voiture. Je crois peut-être que c'était à lui la voiture. D'accord. Donc, on allait, on achetait des tortillas, du poulet, tac, on les préparait chez nous, etc. Et le soir, on allait dans Paris. Au début, on ne voulait pas faire à Paris parce qu'on se disait, ah, Paris, c'est le soir, c'est n'importe quoi, etc. On va rester dans le 93. On fait le 93, on voit que ça ne marche pas trop. Donc on arrive sur Paris. On arrive à Porte de Pantin. On est en Paris direct. Ouais, les jeunes de Paris, etc. Ça, ils achetaient direct. Donc on vend, puis on voit que ça marche. Après, je dis au frère, hey, tu sais quoi, on devrait mettre du tieb, etc. Il me dit, ah ouais, tu penses? Après, je dis, ouais. Donc moi, j'allais au foyer de Montreuil. D'accord. J'ai acheté du tieb. Je les mettais en barquette. Le tieb, il coûtait 2 euros. Ouais. Avec 2 euros, je pouvais faire 2 barquettes. On faisait des barquettes, on les revendait à 5 euros. Ah ouais, donc c'était bien ça. Ouais, ça veut dire que tac, je commence on fait ça, on vend du tiers. Bon, là, j'ai des tiramisu. Franchement, alhamdoulilah, on fait de l'argent. Et maintenant, moi, je cherche à me marier, etc. Donc, je fais des rencontres, etc., qui n'aboutissent pas trop. Après, ma sœur, elle me parle d'une plateforme, mais c'était pas une plateforme en ligne, mais c'était un frère et une sœur. Ils avaient monté un petit business qui s'appelait Mariage et Sunna. D'accord. Ça s'appelait Mariage Sunna. C'était un site, c'est ça? Non, c'était pas un site. C'était, en fait, tu les contactais par téléphone. Je crois qu'ils avaient un Facebook ou un truc comme ça. D'accord. Tu les contactais par téléphone, tu leur envoyais ton profil. Après, à l'époque, ils te disaient, t'envoies un courrier avec t'envoies un courrier, il fallait envoyer un courrier. T'envoies un courrier avec, je sais pas, je crois qu'il y avait ta pièce d'identité, ils te demandaient certaines informations. En gros, c'est une agence matrimoniale. C'était une agence matrimoniale. Donc moi, j'ai parlé avec le frère, j'envoie ton CV. J'envoie mon CV, etc. Et donc là, le frère, il me dit oui, il y a une sœur, etc., originaire de tel pays, etc. Et il me dit elle est infirmière, etc. Après, je dis non. Je dis infirmière. Et après, même ma soeur, elle me dit non, franchement, infirmière, ça se trouve, elle va être un peu trop dunia, etc. Après, le frère me dit mais non, mais tu devrais essayer d'aller voir, etc. Ça se trouve qu'elle peut t'intéresser, tout ça. Après, je dis bon, vas-y, pourquoi pas, etc. Donc, j'y vais, tout ça. C'était loin, dans 78. D'accord. Donc j'y vais là-bas. C'est l'opposé du 93, ouais. Voilà, c'était loin. Puis j'avais pas la voiture à l'époque, donc j'y vais en transport, etc. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, je prends mes livres, et je vais réviser sur la route, etc. Donc je fais là mon Kabbalah, etc. La rencontre. Et donc, c'était avec elle qui est devenue ma femme aujourd'hui. D'accord. Et franchement, alhamdoulilah, c'est bien passé. Dès que j'ai vu, j'ai dit, ouais, voilà, je me suis dit, je sais que c'est elle, etc. Et moi, j'ai dit, écoute, la condition, c'est qu'on parte directement. Moi, je veux pas rester ici. On part directement, quoi. On part au bout de quelques mois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je pensais que le mariage, ça allait aller vite. Donc, son père, ils me font bien galérer. Ils me disent, ouais, il faut que tu ailles voir... tous les oncles, etc. Et puis, pourquoi c'est quelle nationalité, quelle origine, pour qu'on comprenne? Donc ça se passe comme ça généralement chez les Maliens? Ouais, en plus, au début, ils étaient réticents. Ils étaient réticents parce que moi, je suis gabonais, je suis originaire de l'Afrique centrale. D'accord. Mais en fait, et d'ailleurs, moi, au début, j'avais du mal à me marier parce que la plupart des femmes d'Afrique de l'Ouest, quand ils entendent des Gabonais, ils disaient non. Moi, tout le temps, à chaque fois, j'avais même du mal à avoir une rencontre. Hein. D'accord. Pourquoi ils sont mal vus, les Gabonais? Hein? Ils sont mal vus, les Gabonais? En fait, ils disent on connaît pas, parce qu'on n'est pas beaucoup en France. D'accord, très bien. On n'est pas beaucoup en France. Donc, ils se disent Gabonais, on connaît pas, sa tête, il ressemble à quoi? Donc, à chaque fois,
Après, vu que son père, il a entendu Guinée équatoriale, donc il s'est dit, bon, Guinée, c'est pas pareil du tout que l'autre Guinée qu'on a créée, mais il a dit, ok, pourquoi pas, peut-être, etc. D'accord. Et comme il est quand même, ils sont de l'ethnie malinké, donc ils sont quand même un peu plus ouverts que les autres ethnies. Donc il a accepté la rencontre, etc. Tu vois, mon beau-père, alhamdoulilah, était ouvert d'esprit. Mais Alhamdoulilah. c'est vrai que moi j'ai eu du mal à avoir des rencontres. Parce qu'à chaque fois que les sœurs ils entendaient ouais, Gabon, mais Ça fait peur. Enfin, c'est pas ouais, connu surtout. c'est quel pays, c'est quoi leur culture, c'est qui, sa tête elle ressemble à quoi. Donc tu vois, c'était pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de mélanges. C'était vraiment les gens, ils se mariaient, les Maliens avec les Maliens, les Sénégalais avec les Sénégalais, les Rebeux avec les Rebeux. Donc voilà, donc moi j'explique que moi je reviens d'Égypte et que moi je compte pas rester en France. Moi j'ai envie de repartir et incessamment sous peu, dès que j'ai mis l'argent de côté, etc., je repars. Elle me dit ok, il n'y a pas de problème. Au début, je lui dis éventuellement la Mauritanie, etc., pour tester un peu la température. Elle me dit ouais, il n'y a pas de problème. Après je dis ok, finalement je veux partir au Yémen, etc. Elle est d'accord et tout. Donc moi, je pensais que le mariage, ça allait se passer vite, mais vu que sa famille ne me connaisse pas, etc., il dit, ouais, il me dit, toi, t'es converti, etc. T'es converti, il divorce souvent les femmes, etc. Il nous faut un garant, quoi. Oh, c'est énorme, ouais. Et donc, il y avait un papa malien qui habite à Montreuil. Je le voyais souvent lorsque j'allais acheter le tieb, etc. Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux être mon garant, etc. J'ai envie de me marier, etc. Donc il dit, ah, pas de problème, mais ce papa-là, il m'a dit, ok, mais il me disait, à chaque fois que j'allais voir des familles, il venait avec moi, il me disait, paye, etc., donne l'argent. Ah ouais, ah, c'est ça. Ouais, oui, ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas voir une famille, et puis moi, j'avais pas beaucoup d'argent. Ah ouais. Là-bas, tu vas à 50 euros, là-bas, tu vas à 50 euros. Il était vraiment... Et pourquoi Bah, c'est respect, tu vois. Tu vas d'accord, là-bas, quand tu demandes voilà, quand tu demandes la main voilà, d'une tu fille, vois. il est de coutume de donner quelque chose. Voilà, tu vois, donc c'est de pas par l'argent. respect, tu vas chez la famille, D'accord. tu vas dire bonjour. Tu sais, sa famille m'a employé, ils m'ont dit, tu vas chez tous les gens de la famille avant le mariage pour te présenter. Donc à chaque tu vas là-bas, et c'est en fait, c'est pas me dire, tu vas là-bas, tu donnes l'argent à chaque fois. Tac, t'arrives là-bas, 50 euros. Telle famille, les familles sont D'accord. grandes, tu vois. Donc t'as au moins 500 euros comme ça. Ah ouais, quand même. Ah oui. Après, son père, il me dit, la dot, etc., c'est 2000 euros. Ah, moi, je suis estomaqué. À ce moment-là, ouais. Ah, je suis estomaqué, j'ai pas d'argent, etc. Après, je me dis, bon, je crois que je vais laisser, etc., parce que c'est cher et tout. Après, à l'époque, hein, on est en 2012, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Après, je vais voir un frère, machallah, il avait étudié à l'époque en Arabie Saoudite, etc. Frère, un bon frère à nous, de qui je suis bois. Il donnait des cours à la mosquée, il s'appelle Abdelmajid. C'est un ancien à nous, je voulais demander conseil. Il me dit, écoute, les savants, ils disent que si la femme, elle en vaut la peine, tu mets l'argent, etc. Il me dit ça, il me dit, si la femme, elle en vaut la peine, tu mets l'argent, etc., tu vois. Et donc, voilà, je me fais violence, etc., tu vois. J'essaie de réunir la somme. J'avais pas donné tout avant, mais après le mariage, j'ai donné le reste. Et donc, alhamdoulilah. Mais à un moment, en fait, on pensait que le mariage, il allait même plus se faire. Parce que, en fait, à chaque fois, eux, chez les Maliens, pour faire le mariage, il faut que tout le monde soit là. D'accord. À un moment, son père, il est parti... non, son oncle, il est parti au bled. Parce que c'est l'oncle qui fait le mariage. Son oncle, il est parti au bled pendant plusieurs mois. Et ils me disent, ouais, attends que l'oncle revienne. Dès que l'oncle est revenu, c'est son père qui est parti au Hajj. Et moi, en fait, j'avais déjà pris nos billets d'avion pour qu'on parte. J'avais T'avais déjà pris les anticipé billets ça? d'avion. Ouais, j'avais déjà pris les billets d'avion. Pour que ce soit moins cher, etc. J'avais déjà pris les billets d'avion. Et ce qui fait que 3 jours avant la date butoir des billets d'avion, ils ont fait le mariage. Alhamdoulilah. 3 jours avant. Ça veut dire qu'on a fait 3 jours en France et après ça, on est parti. Donc c'est un départ précipité pour le coup. Ouais. 3 jours avant, donc c'était prévu, tu vois. 3 jours avant, on est parti. Donc, alhamdoulilah. Là, on se dirige vers le Yémen. Maintenant, j'avais un problème, c'est comment ma mère ne voulait pas que j'aille au Yémen. Mais déjà, pourquoi le Yémen? Pourquoi avoir choisi ce pays? Moi, je voulais étudier, je voulais un pays authentique. Un pays, j'entendais beaucoup que le Yémen, les gens... En fait, il y avait un frère que je suivais, il s'appelle Ibrahim Abou Talha, il est connu, il avait été au Yémen.
C'est-à-dire qu'une fois, moi, je rentre dans la mosquée à Bobigny, parce que moi, où je travaillais au spécial, le restaurant où je travaillais, Ouais. on allait prier dans la mosquée l'officier. Ça veut dire que je rentre dans la mosquée, je vois un frère, un Renoir, sur le minbar, il parle en arabe, etc. Je dis non, ah ouais, un frère, un Renoir, il peut parler en arabe comme ça, il peut monter sur le minbar comme ça, etc. Le cher. Et donc, voilà, je suis vraiment, je suis époustouflé. Je le vois, je dis non, moi, je vais être comme ça, etc. Et j'entends que lui, il a étudié au Yémen. Donc je lui dis, ah, moi, je vais aller au Yémen et tout. Je vais aller au Yémen. On entendait toujours le Yémen, le Yémen. Et c'est vrai que les frères que je voyais qui venaient du Yémen, ils étaient différents. Et puis je t'avais dit, il y a mon pote aussi, Ouais. qui lui, là, il était parti là-bas. Il était parti là-bas. Donc moi, je me dis, moi, c'est là-bas que je vais aller. Et puis une fois, en plus, il y avait un des chers avec qui j'ai étudié au Yémen. Il était venu en France. Il avait fait une conférence. Donc j'étais parti. Moi, ma mère ne voulait pas que j'y aille. Et comment t'as fait? Comment c'est Et ça passé? veut dire que moi, j'appelle le frère. Je lui dis, écoute, moi j'ai envie de venir au Yémen pour étudier, mais ma mère, elle veut pas que je vienne. Qu'est-ce que je fais, etc. Il me dit, attends, je vais te demander au shir. Après, il va demander au shir. Moi, je pensais que le shir, il allait dire non, tu vois, j'allais être triste. Après, le shir, il dit non, dis-lui qu'il vienne. Parce qu'en fait, le shir, il est parti sur le fait que étudier la science est obligatoire. D'accord, je comprends. Étudier la science est obligatoire, donc il dit, même si tes parents ne veulent pas, ce qui va être une obligation dans ta relation avec Allah Azzawajal, c'est une chose qui passe avant. Et donc le shir dit, ouais, dis-lui qu'il vient, qu'il vienne plutôt. Donc voilà, il fallait payer, en fait il fallait payer un passeur. Et donc moi je le paye, etc. C'était 800 euros. 400 euros pour moi, 400 euros pour mon épouse. Quand on dit passeur, qu'on comprenne bien, c'est pour faire des visas. Voilà, c'est quelqu'un qui nous faisait les visas. Et donc, en fait, il avait une école là-bas où il nous inscrivait à l'école et pour pouvoir partir au Yémen. Donc, j'envoie l'argent, etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, bon, au début, je ne dis pas que je pars au Yémen. Je ne sais même pas si je l'avais dit à ma grande sœur. Je leur dis, voilà, que je pars en Égypte. Donc, je suis en Égypte pendant quelques jours. Et en fait, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, tu vas aux Émirats Arabes Unis, tu prends ton visa. Il m'avait envoyé un papier d'une inscription à l'école. Ton visa à l'ambassade du Yémen qui se trouve à Dubaï. Donc moi, je fais escale en Égypte. Je suis chez mon ami, un de mes grands frères ici, machallah. Il m'héberge chez lui pendant 3 jours. Avec ton épouse? Voilà, lui, il avait dit au D'accord. Yémen. Il avait dit au Yémen, donc lui, il me dit, franchement, il m'a dit, tu vas aimer, etc., le Yémen et tout. Et je me rappelle, j'arrive chez lui, et j'avais des Jordan, j'avais mes ensembles PSG, j'avais ma veste en cuir et tout. Il me dit, hey, tu vas faire quoi avec tout ça au Yémen? Il m'a dit, là-bas, il fait 40 degrés. Il m'a dit, là-bas, c'est pas ça. Il m'a dit, il faut que tu te prépares psychologiquement pour le Yémen. Tu vas faire quoi avec des Jordan de Yémen? Tu vas faire quoi avec ton ensemble du PSG, etc. Comme quoi l'expérience. Ouais, il me dit, laisse tout ça. Après, je lui laisse, tu vois. Je laisse tous mes affaires. Ma femme me dit, pourquoi t'as laissé tous ces beaux vêtements? Je laisse tous les affaires. Machallah, je les ai vendus, etc. Et tac, j'arrive aux Émirats Arabes Unis. Donc avec ton épouse? Avec mon épouse. Donc, je prends l'hôtel. Moi, j'avais combien? J'avais pas beaucoup, hein. J'avais 1200, 1300 euros. Mon épouse, elle avait aussi peut-être 1000 euros que ses copines lui ont donné pour son mariage. Et machallah, dès qu'on est à l'aéroport, non, elle devait avoir 1400 euros. Dès qu'on est à l'aéroport à Alexandrie, parce qu'on a pris l'aéroport d'Alexandrie jusqu'à Chargeur, à l'aéroport, elle me donne les 1000 euros, tu vois. Elle te donne 1000 euros? Ouais, elle me donne les 1000 euros. D'accord. Voilà, mes copines, elles m'ont donné pour le mariage, etc. Et je te les donne, comme ça va nous aider pour le voyage. Et elle garde 400 euros pour Respect. elle, tu vois. Ouais, franchement, elle me donne les 1000 euros. Et donc, on arrive aux Émirats Arabes Unis et tout ça. Moi, je me dis, je vais rester 2-3 jours. J'ai pris un hôtel. Ouais. J'ai mon visa. Je pars au Yémen. Mais voilà, les plans d'Allah, ils sont différents de nos plans à nous. J'ai été bloqué pendant 2 mois aux Émirats Arabes Unis. 2 mois? 2 mois aux Tu Émirats peux nous Arabes expliquer?